Nous pensions, nous, que pour la clarté des débats, il eût été plus normal de présenter les rapports un par un et de débattre après, mais il est vrai que quand une potion est amère, on préfère la prendre en une fois qu'en plusieurs gorgées. C'est pour ça que nous avions proposé un amendement, mais bon. On peut s'interroger déjà sur le calendrier. Je crois qu'au cours de la campagne électorale, vous avez en quelque sorte fait des gorges chaudes d'un rapport de la Chambre régionale des comptes que vous avez présenté comme étant très favorable à votre gestion financière. Et les hasards du calendrier, mais est-ce bien des hasards, ont fait que depuis juillet, octobre 2009, vos réponses, puis janvier 2010, finalement, le rapport d'observation définitive vous est arrivé par quel hasard, juste le 25 mars, après la réélection, ce qui fait que ces documents administratifs, pourtant très intéressants, relatifs à une gestion ancienne et qui auraient mérité d'être exposés au débat public, malheureusement, n'ont pas pu être portés à la connaissance de nos concitoyens. Alors on va essayer de rattraper un peu le temps perdu, encore que c'est quelque chose qui ne se rattrape jamais. Le propos sur le premier rapport, puisqu'il s'agit ici du premier rapport, sera essentiellement centré sur le projet du dossier hôtel de région, uniquement pour que nous puissions tirer les leçons du passé pour mieux éclairer l'avenir. Et je pense que la question essentielle sera pour nous, est-ce que vous saurez éviter de répéter sur l'ouvre-lance les erreurs commises et analysées par la CRC sur le dossier hôtel de région qui, il faut bien le concéder, est un véritable fiasco. Alors que retenir? Que retenir du rapport de la Chambre régionale des comptes? 4 enseignements. 1, cette fragilité juridique croissante du fait d'avenants successifs, et cela est très grave, qui aurait justifié un nouvel appel à la concurrence. Ça veut dire que l'égalité des chances entre les différents concurrents n'a pas été respectée, puisque les bouleversements qui sont intervenus du fait des avenants successifs ont dénaturé et ont bouleversé économiquement le marché. Deuxième enseignement, un retard de 4 ans. Alors, quand on parle des conditions d'exécution qui sont imposées aux entreprises du bâtiment, et je parle ici comme un homme de l'art qui exerce son métier quotidiennement sur ce sujet, trop souvent, l'on voit des projets, des chantiers qui prennent un grand retard à la phase honoraire, études, et d'ailleurs ce sont ces parties-là qui ont grandement dérapé. Et ensuite, lorsqu'il faut rattraper le temps perdu, eh bien cela se fait au détriment des conditions de travail des ouvriers du bâtiment, et donc je pense qu'il y a là une certaine incohérence. Nous voyons dans les subventions l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On sait que les conditions dans lesquelles ont été exécutés les derniers temps l'hôtel de région n'étaient pas des conditions que l'on pouvait montrer en exemple. Troisième enseignement, c'est celui de la gouvernance, celui de votre gouvernance. Je cite ici, la Chambre en tire la conclusion que la précarisation progressive du dispositif juridique de l'opération, ainsi observée, a été la conséquence de la reconfiguration du projet en janvier 2002, dont l'origine se trouve dans une définition initiale des besoins mal appréciée. Et c'est vrai qu'on dit quand un coup est mal parti, c'est difficile de le rattraper. Malheureusement, même si j'aurai l'occasion de revenir en dernière partie sur l'ouvre-lance, il est marqué sur l'ouvre-lance, ces déboires sont également imputables à la répartition insuffisamment précise des responsabilités entre la région, maître d'ouvrage, et le musée du Louvre, autorité culturelle et scientifique du projet. Donc, même cause, mêmes erreurs, mêmes conséquences. Quelles sont les implications politiques que l'on peut tirer de ces enseignements? J'en vois une première. Quand on regarde l'économie du marché, il y a à l'évidence une dévalorisation du travail manuel. Dans la construction de ce siège de région, la part des honoraires et études est excessive par rapport au coût de production. Et en plus, cette phase études a dérapé de 41%. Et donc, on est ici dans une manière de faire, une manière de construire qui donne la part beaucoup trop belle à un certain nombre, et on verra ce qu'il en est de votre petit protégé, le mandataire ICAD,
par rapport aux entreprises du bâtiment et à ceux qui assurent la construction. La deuxième implication politique, c'est que le siège de région tel qu'il est conçu actuellement et le fonctionnement de l'institution s'apparente à ce qu'on va peu appeler du lillocentrisme. 900 agents en 1999, 1800 en 2009, j'entends bien du fait des compétences nouvelles, mais ce doublement des effectifs aurait pu s'accompagner, je dirais, d'une innervation du territoire. Alors je sais que par exemple, pour la direction des ports, un certain nombre d'agences sont basées à Calais. Aujourd'hui, avec les progrès de la société de communication, Internet, les manières de diffuser l'information, il aurait très bien pu être envisagé de ne pas tout concentrer sur l'île, et nous y viendrons dans le troisième enseignement politique, qui est celui de la passation des marchés, nous y reviendrons tout à l'heure, et du contrôle des marchés. Parce qu'il faudra bien nous expliquer, Monsieur le Président. Il est marqué en page 5 du rapport, en 1999, il y avait 900 agents, le coût de fonctionnement sur des sites éclatés était de 6,8 millions d'euros par an. Et c'est pour justifier le regroupement en termes, je vais dire, d'efficacité économique et managériale qu'on a créé le siège de région. Comme le siège de région est configuré de manière insuffisante par rapport aux nouvelles compétences acquises, en 2009, on doit reloger 300 agents dans des locaux lillois. Eh bien, ces 300 agents dans les locaux lillois nous en passent un coût annuel de 6 millions d'euros, c'est-à-dire le même coût annuel en 2009 pour 300 agents qu'il y avait un coût annuel pour 900 agents en 1999. Nous vous demandons de nous fournir l'ensemble des baux de location qui justifient ces 6 millions d'euros. Quatrième enseignement politique, c'est la mauvaise gestion du mandataire, celui que nous appelons le petit protégé du Conseil régional ICAD. Contrat de gré à gré sans mise en concurrence, il est vrai qu'à cette époque, cela était possible. Eh bien, la rémunération d'ICAD, qui était prévue initialement à 3,5 millions d'euros, est passée à 6,44, c'est-à-dire une augmentation de 74%. Il n'y a pas eu le contrôle de la trésorerie. Il est indiqué, et c'est quand même gravissime, en page 14-18 du rapport. Si la trésorerie de l'opération a été bien gérée par le mandataire et de façon conforme à la Convention, la Chambre observe à l'inverse que la région, maître d'ouvrage, n'a pas exercé de contrôle qui lui incombait, en s'abstenant d'une part d'adapter les besoins de trésorerie du mandataire à la situation financière réelle de l'opération, en ne s'informant pas d'autre part sur l'encours géré ou la performance réalisée par les placements. En clair, la région a mandaté sans faire attention, le mandataire a créé de la trésorerie, et non seulement il a augmenté ses honoraires de 74%, mais en même temps il a fait de la production et du bénéfice sur les frais, non pas sur les frais, mais sur la finance qu'il plaçait. En conclusion, nous avons eu un projet initial qui était à 135 millions TTC euros, qui est passé à 205 millions d'euros. On peut justifier une partie de cette augmentation par le fait que le projet a dû être reconfiguré. Mais le plus important, c'est certainement le coût final, et je ne me livre pas là à des calculs actuariels. 205 millions d'euros plus 126 millions d'euros d'intérêts, un coût total de 331 millions, et vous dites que nous avons emprunté en capital 179 millions d'euros, c'est-à-dire qu'en clair,